Bonjour à tous. On se présente. Alors, je suis Roberta Zarcone, je suis maîtresse de conférences à l'école d'architecture Paris-Malaquais et co-directrice du laboratoire géométrie structure architecture de la même école. Et à côté de moi, il y a Thierry Siblac qui est professeur à l'école d'architecture aussi Paris-Malaquais et co-directeur du laboratoire. Et à ma droite, il y a deux jeunes chercheurs du laboratoire GSA, Delphine Lewandowski et Marios Vekinis. Delphine qui est aujourd'hui docteur. Voilà. Aujourd'hui, on va vous présenter les recherches, une des thématiques qu'on traite, des recherches qu'on traite au laboratoire GSA, qui porte sur la pierre, sur la révalorisation de la pierre et sur son potentiel architectural, structurel et environnemental. En effet, aujourd'hui, on voit un nouveau intérêt vers l'utilisation de la pierre dans les projets architecturaux. Et on redécouvre certaines qualités qui sont esthétiques, fonctionnelles et physiques de la pierre, mais cependant, il y a certains freins techniques qui empêchent un réel renouveau de la filière. Et donc, c'est à partir de ces éléments-là que nous, on se pose en tant que chercheurs la question sur la pierre, comment on peut intervenir sur, comment on peut relever ces défis techniques et qu'est-ce que la recherche peut apporter pour un renouveau de la filière. Donc, pardon. Notre présentation, le titre de notre présentation veut vraiment s'appuyer, disons, porte sur la pierre autrement. Et donc, le titre de notre présentation est la pierre autrement, le renouveau de la filière par la recherche. Et nous menons ces recherches à l'aide d'une approche, avec une approche qui est à la fois numérique et expérimentale et constructive. Et nous présentons aujourd'hui 3 axes de recherche. Le premier axe qui porte sur la relation entre tradition et innovation, traité tant sous l'angle du rapport entre forme, efficacité mécanique et écologique, que sur celui de l'histoire de la construction. Un deuxième axe qu'on vous présente est celui de la préfabrication en tant que processus, et donc comme processus qui offre un potentiel de renouveau de la filière grâce à une production qui est contrôlée des nouveaux systèmes. Et le troisième axe qui est celui de l'environnement, et donc sur l'étude de l'intégration dans les bâtis des systèmes constructifs capables de permettre l'accueil du vivant comme une des réponses indispensables à la crise de la biodiversité. Je reviens un moment sur la relation entre tradition et innovation, parce que parfois, ils sont des termes qui semblent un peu en contradiction. En réalité, l'origine, si on pense à l'origine étymologique du terme tradition, c'est tradere en latin, ça veut dire transmettre à un autre. Et il y a cette idée d'intégration d'éléments nouveaux qui s'inscrit dans un socle existant. Mais aussi, on peut se poser la question, alors, qu'est-ce que c'est l'innovation? L'innovation est la recherche constante d'amélioration dans l'existant. Donc, on voit dans l'étymologie de deux mots cette liaison qui existe. Et c'est avec cette posture que nous développons cette relation entre tradition et innovation, en pensant à l'innovation comme un phénomène qui s'inscrit dans un continuum historique. Et donc, aujourd'hui, on va vous présenter cette relation, tant sur le plan de la géométrie, et donc sur la question morphologique, et donc la conception de nouvelles morphologies, que sur le plan de la mécanique. Et donc, on voit un peu les passés comme une source d'aspiration pour un nouveau mode de bâtir en pierre. Pour vous expliquer un peu cette démarche, nous revenons aux années 2000 et à la redécouverte de l'invention de Joseph Dabeille, de ce brevet du 1699 de Joseph Dabeille. Il s'agit d'une voûte plate avec des pierres composées de tétraèdres tronqués, des pierres de taille donc égales.
Et chaque claveau, si vous voyez, chaque claveau soutient et il est soutenu de telle sorte que la voûte fonctionne uniquement lorsque l'assemblage est terminé. Et donc, à partir et basé sur cet appareillage, des chercheurs de notre laboratoire, un peu guidés par Maurizio Brocato, qui était notre ancien directeur du laboratoire, et encore avant par Joël Sakharovic, ont initié toute une série d'explorations morphologiques qui visaient à exploiter cet appareillage sur des surfaces avec des morphologies inédites, donc des surfaces avec des morphologies complexes à courbure gaussienne positive ou négative. Et donc ici, vous voyez une première expérimentation que nous avons faite. Et pour développer ce processus, pour mener ces recherches, on développe des procédés architecturaux. Des procédés architecturaux dans lesquels on assure la continuité de l'information géométrique dès la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation du projet, avec une approche qui est à la fois numérique et constructive. Donc ici, vous voyez une voûte hémisphérique qui a été conçue par deux chercheurs du laboratoire et ensuite sa réalisation pour une voûte hémisphérique au Qatar. Ces procédés un peu numériques qui se basent sur des outils de géométrie dynamique et des outils de simulation mécanique qui ont été spécialement conçus pour ces expérimentations ont permis aussi d'autres typologies de morphologie, d'explorer d'autres typologies de morphologie. En particulier, ce projet que je vous présente aujourd'hui, qui est aussi le projet de Youssef Anastas, un doctorant du laboratoire, sur cette voûte à double courbure, fabriquée à l'aide de robots et qu'on peut retrouver à Jéricho, en Palestine, qui a été construit en 2017. Or, comme je vous disais, cette typologie de voûte fonctionne seulement si la périphérie elle est fermée, donc si elle est contrainte à la périphérie. Une question il s'est posée dans cette voûte, celle du bord. Et donc, pour cela, dans ce cas-là, on a utilisé un assemblage en colle. Colle haute performance qui a permis de reprendre la traction. Parce qu'une caractéristique de ces morphologies, de ce type d'appareillage, c'est que comme chaque pierre s'appuie sur l'autre, ils sont principalement les pierres soumises à flexion. Donc on reprend après cette idée de résistance à flexion 6 éléments de la pierre, qui est un peu celle qu'il y avait à l'origine des voûtes en encorbellement. D'autres typologies d'appareillage, toujours les mêmes appareillages sur d'autres voûtes. Là, c'est toujours la voûte plate. On travaillait un peu avec les outils paramétriques sur différentes possibilités morphologiques, mais une autre question qui s'est posée spécialement pour ce projet-là en Israël, c'est qu'il s'agissait d'une zone sismique. Donc, on a allié à la pierre l'acier. Donc, on a réalisé ces projets. Youssef Anastas et le GSA, ils ont réalisé ces projets avec un chaînage en acier qui a rendu cette toiture toujours appareillage d'abeilles antisismique. C'est dans ce cadre d'alliage entre acier et pierre qu'on a développé aussi un brevet, un nouveau système des blocs boulonnais. Et donc, l'école de Malaquais a déposé un brevet dont l'inventeur, c'est Maurizio Brocato, Mario Svekhinis et Youssef Anastas. Et on a construit cette voûte, cette plutôt couverture à la Biennale d'architecture où chaque claveau sont assemblés ensemble grâce à du boulonnage et les surfaces de contact sont des surfaces réglées. Pour terminer, je vous présente un peu certains projets que vous pouvez voir à l'espace Prolitos qui est juste à l'entrée. C'est des projets qu'on a développés entre recherche et pédagogie, donc qu'on a construit avec certains étudiants, une quarantaine d'étudiants en architecture et 20 itinérants compagnons. C'est dans le cadre d'un partenariat avec les compagnons du devoir. Donc ça, c'est une autre voûte basée sur la combinaison des systèmes. Il y a les systèmes autobloquants, et après un système boulonné extérieur pour contraindre la périphérie. Ici, vous voyez la génération morphologique à l'aide des outils de géométrie paramétrique Rhino et Grasshopper.
Et sur la droite, le système de boulonnage, qui est un peu une déclination du brevet déposé par l'école. Ici, la réalisation, qui est malheureusement une première expérimentation de réalisation qui malheureusement n'a pas tenu au soulèvement. On va, en avril prochain, c'est un peu ça la recherche aussi, c'est faire aussi des échecs, parce qu'on n'a pas vérifié nos hypothèses, donc revenir en arrière et reposer les bonnes hypothèses pour obtenir des résultats. Et à la fin, je vous présente un nouveau type d'enveloppe en pierre qui est basé sur un assemblage en emboîtement. On a fait une première prototype emboîtement avec des cubes, des pierres cubiques. On a fait un premier prototype en 2013 et inspiré des systèmes d'assemblage, d'autres chercheurs, Ali Abdelmajid, Paul Nougaret, qui est ici en salle, Anaïta Mirani aussi, et Paul Vergonjan, ont développé ce projet. Il s'agit d'une voûte TOS, ça veut dire 3 surfaces orthogonales, un système sur 3 surfaces orthogonales avec un assemblage autobloquant hexagonal. On l'a monté comme un mur et ensuite on l'a retourné pour faire la voûte. On l'a testé à la casse, donc c'est pour ça que vous ne les voyez pas exposés à l'entrée parce qu'il n'existe plus. Et après, les 2 murs qui sont exposés, ce sera Marius qui va vous les présenter. Et je passe la parole à Thierry. Merci Roberta. Alors je vais vous présenter maintenant une autre manière d'allier tradition et innovation au travers des modélisations mécaniques des maçonneries. Alors je vais vous présenter principalement des méthodes en analyse limite et calcul à la rupture. Et je vous donnerai simplement quelques éléments sur d'autres méthodes qui ont été développées au laboratoire sur la méthode des éléments finis. Alors les applications de ces méthodes allient à la fois l'histoire de la construction, la préservation du patrimoine, mais aussi la conception et la simulation de maçonnerie contemporaine. Alors, une première méthode de calcul de stabilité de maçonnerie mobilise la statique graphique. Donc, ce sont des méthodes qui ont été développées au XIXe siècle, que vous connaissez peut-être sous le nom d'épure de Méry pour certaines applications, qui ont donné lieu à la conception de ponts maçonnés au XIXe siècle. Et dans les années 60, un chercheur, Jacques Eyman, a formalisé quelques hypothèses fondamentales, très simples à manipuler, qui sont des hypothèses relatives à la résistance des joints. Donc on suppose que les blocs sont infiniment résistants et on va évaluer la résistance des joints en faisant quelques hypothèses. La première hypothèse va être que l'assemblage des blocs va résister infiniment à la compression, mais n'aura aucune résistance à la pression. On peut appuyer sur les blocs, ça va bien marcher, mais si j'exerce de la traction, bien, aucune résistance ne sera effective. Et une autre hypothèse assez forte nous dit qu'il n'y aura pas de glissement du tout, c'est-à-dire que le frottement sera toujours suffisant pour résister au glissement. Donc vous connaissez peut-être ce type de schéma qui, en 2 dimensions, montre l'équilibre de chaque bloc. Chaque bloc est équilibré par l'équilibre de 3 forces qui équilibrent le poids du bloc et les actions exercées sur chacun des joints du bloc. Donc si l'on veut résoudre ce système, eh bien, on va se rendre compte qu'il va y avoir plusieurs types de solutions d'équilibre et ces équilibres vont avoir lieu uniquement si ce qu'on appelle la ligne de pression, c'est-à-dire les points d'application des forces, ont lieu à l'intérieur du joint. Alors vous pouvez voir ici sur une animation en géométrie dynamique, ce sont des logiciels de géométrie dans lesquels on peut modifier la position de chacun des points et on peut aussi faire une construction et l'animer en fonction de certains paramètres. Ici, le paramètre qu'on s'est donné, c'est la poussée
exercée au niveau des appuis par l'arc, et on cherche plusieurs positions, et on va trouver un moment, là on va bientôt y arriver, voilà, hop, où une solution d'équilibre est trouvée. Alors, avec ces hypothèses très simples, on peut déjà statuer sur l'équilibre ou non d'un système maçonné très simple comme celui-ci. Et si on arrive à trouver une ligne de pression dans la maçonnerie, eh bien, on peut être sûr que l'arc va être stable. Donc ça, c'est un joli résultat. Mais ce que l'on peut chercher à obtenir, ce sont des résultats un petit peu plus complexes, notamment en travaillant en 3D et en donnant d'autres caractéristiques de résistance au joint. Par exemple, on peut dire que la compression du joint va être limitée, ce qui est souvent le cas, et se donner certaines limites. Alors pour cela, un doctorant qui est maintenant docteur, Mathias Fantin, a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode des réseaux de force, qui permet de faire des calculs en 3 dimensions. Et vous avez ici le lien qui est donné sur cette feuille de calcul Excel, où vous pouvez retrouver des exemples qui vous donneront des informations sur la stabilité d'éléments en 2D et même en 3D. Vous avez ici un exemple à droite du cas d'un escalier hélicoïdal évalué avec cette méthode. Alors, vous avez vu tout à l'heure un exemple de voûte d'abeille. On peut se dire qu'avec les méthodes traditionnelles de statique graphique, on n'a pas de moyen d'évaluer la stabilité de l'ensemble. Alors, dans le cadre de la thèse de Mathias Fantin, on a élaboré une méthode qui a étendu la méthode des réseaux de force en intégrant des branches partielles qui peuvent prendre en compte la fameuse flexion dont parlait Roberta tout à l'heure. Et donc, c'est une manière de visualiser à la fois les résultantes appliquées sur chaque joint et, grâce à ces branches partielles, de pouvoir évaluer cet effet de flexion appliqué à chacun de nos blocs. Alors, une autre manière d'allier tradition et calcul contemporain est de pouvoir se donner des outils interactifs que les architectes, les constructeurs, les gestionnaires du patrimoine peuvent alimenter par des coupes, par exemple. Vous voyez ici des coupes des cathédrales d'Amiens et de Beauvais, pour lesquelles on va chercher les lignes de pression et voir dans quelle mesure ces lignes de pression peuvent être à l'intérieur de la maçonnerie et évaluer notamment ce que l'on appelle des coefficients de sécurité géométriques pour voir dans quelles limites eh bien, ces lignes de pression vont pouvoir exister à l'intérieur de la maçonnerie. Alors, ce logiciel qui a été implémenté dans Rhinocéros a été développé par Paul Nouguered avec comme encadrant François Guéna et moi-même. Et Paul, qui est présent ici, a créé un outil interactif qui permet aussi de visualiser les polygones des forces au niveau de la statique graphique. Donc là, ce travail permet d'avoir accès à des stabilités bidimensionnelles, mais l'idée était de pouvoir proposer un outil qui non seulement soit capable d'évaluer la stabilité, mais aussi d'évaluer le comportement avec des charges supplémentaires en 2 dimensions. Là, vous voyez une coupe et un chargement qui est appliqué ici. Et vous voyez les géométries, la déformation géométrique que l'on peut imaginer à partir de cette rupture et de cette articulation. Donc, c'est une première avancée. Et une autre avancée va être de pouvoir faire des calculs en 3 dimensions. Et notamment, vous avez ici une voûte à nervures quadripartites qui a été modélisée. Alors, vous voyez, il y a 1244 blocs, 9118 interfaces. Et le logiciel développé par Paul dans le cadre de sa thèse permet
de statuer sur la stabilité, mais aussi d'imaginer divers cas de chargement. Par exemple, on ajoute des forces extérieures, ou alors on va mettre une pile plus faible que les autres en autorisant des poussées beaucoup moins élevées que pour les autres piles. Et ça peut donner accès à la rupture à une cinématique qui ici est amplifiée, mais permet de voir comment cette structure tridimensionnelle va se comporter à la rupture. Alors là, vous avez une autre application que l'on peut développer avec cet outil, Stabilitos, et qui est associé à la conception de structures. Alors là, vous voyez le résultat d'un workshop à l'école des ponts et chaussées qui a été encadré par Paul Nouguered et Paul Vergonjane. Et vous avez associé à la structure les éléments de calcul et la cinématique associée à la rupture qui avait été modélisée. Vous voyez ici la concordance entre les modèles numériques et le comportement du modèle physique. Alors, d'autres méthodes bloc à bloc ont été largement étudiées à GSA, notamment par Maurizio Brocato et Paul Nouguered dans le cadre du consortium scientifique de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce consortium est toujours actif. Il va donner lieu à des études complémentaires l'année prochaine. Et là, vous avez ici un exemple de calcul effectué avec, comme donnée d'entrée, des éléments beaucoup plus complexes que le simple équilibre que je vous montrais précédemment, mais qui prend en compte aussi le comportement de la pierre, son élasticité et d'autres hypothèses liées aux joints et le comportement très fin des joints sous les diverses sollicitations. Voilà, et maintenant je vais passer la parole à Marios. Merci Thierry. Bonjour. Donc, je vais vous présenter quelques éléments d'un travail de recherche qui porte sur le développement des éléments préfabriqués en pierre structurelle qui a pour objectif de faciliter et promouvoir la mise en œuvre de ce matériau dans le cadre de la construction de bâtiments d'habitation neufs. Donc, quelques opérations, enfin les séquences de la production de bâtiments, des éléments structurels pour la construction en maçonnerie des pierres porteuses aujourd'hui peuvent se résumer principalement à l'extraction du matériau en carrière, la transformation des éléments en atelier et ensuite la mise en œuvre de blocs sur le chantier, donc avec des techniques traditionnelles qui sont le maçonnage au mortier et l'élevage de bloc après bloc par des engins de levage. L'objectif de ces projets de recherche sur la préfabrication est en fait de faciliter la mise en œuvre du matériau et de promouvoir son emploi dans la construction neuve. Et pour cela, on propose la mise au point d'un processus de préfabrication de grands éléments structurels qui peuvent être préfabriqués en atelier. On propose l'intégration du numérique dans la conception et on privilégie l'automatisation de plusieurs tâches, des étapes de fabrication de manière à favoriser l'industrialisation du système constructif. Donc dans ces cadres, on propose un changement de modèle pour le mode constructif et on propose de changer l'ordre d'enchaînement des opérations de projet, donc avec un maximum d'opérations réalisées en atelier, donc dans le cadre de la préfabrication des éléments structurels, qui peuvent être de murs, de poteaux, de poutres, enfin tous les éléments structurels d'un bâtiment en maçonnerie. Et ainsi favoriser donc l'exécution en milieu contrôlé en atelier et puis diminuer au maximum les opérations de mise en œuvre sur le chantier. Pour changer donc ces modèles, on propose les étapes de faisabilité, on va dire, c'est de définir des grands éléments structurels, donc
de plus ou moins grands éléments structurels et les préfabriquer en vue d'un assemblage sur le chantier. De répondre du coup à des problématiques qui sont induites à ces types de constructions qui sont des problématiques d'une résistance à des sollicitations liées à la préfabrication même, donc tout ce qui est opération de déplacement et d'élevage, notamment tout ce qui est sollicitation à la flexion et au cisaillement des éléments qui sont des sollicitations qui présentent de points faibles, de faiblesse pour ces types de constructions en maçonnerie traditionnelle. Et donc, ensuite, on met en place de scénarios de préfabrication. Donc ici, c'est une illustration très simple et presque abstraite de comment on passe du modèle avec des éléments de bloc au mode constructif en élément en panneau. Donc c'est un changement de module. Et du coup, ensuite, on s'intéresse au développement de ces nouveaux modules. Donc, dans ces cadres précis, c'est des éléments de murs, donc des prémurs qui sont préfabriqués en amont pour être assemblés les uns aux autres sur le chantier. Et donc, on pose un certain nombre de paramètres qui peuvent avoir une influence sur la capacité de ces éléments à être préfabriqués, et notamment la dimension du panneau et des blocs, qui peuvent être liés à la nature de chaque opération, mais aussi au type de pierre qui est utilisée à chaque fois, la morphologie de blocs et des joints, l'appareillage de maçonnerie et enfin le ceinturage périphérique de panneaux, enfin l'échaînage des panneaux. Donc on a développé plusieurs modèles différents qui explorent un peu les différentes possibilités de ces paramètres. Donc sur une première volet du coup d'études de morphologie des joints et appareillages différents, on retrouve le mur qui décline la voûte de Joseph Abeille qu'on a vu précédemment, donc avec des éléments de maçonnerie autobloquante. Ensuite, de variations de ces systèmes, toujours dans la bibliographie historique, notamment ce type de voûte détruchée qui est apparu au même moment que la voûte d'Abeille. Ensuite, des typologies toujours de maçonnerie autobloquante avec des éléments, soit un cube tronqué, qui donne lieu à des hexagones avec 6 faces de contact qui s'entreboîtent. Après, on a aussi développé de nouvelles morphologies de blocs un peu atypiques avec des géométries irrégulières, mais qui nous permettent de trouver des solutions de stabilité renforcées avec plusieurs faces de contact en fait, qui permettent au bloc de se tenir mieux aux sollicitations à la flexion hors plan. Quelques exemples de murs avec un emboîtement mais sans géométrie régulière. Donc ici on retrouve des éléments avec des blocs avec des rainures et languettes ou des blocs avec des joints gauches semi-autobloquants. Ensuite, on a quelques variantes de chaînage périphérique pour les panneaux. Donc ici, on voit des exemples d'un chaînage périphérique rapporté par des cadres en bois. Ou alors, on a testé aussi un chaînage par précontrainte appliqué dans le panneau de mur par post-tension, dans des réservations créées à cet effet. Et enfin, on a développé un nouveau type de chaînage bloc par bloc qui n'est autre que le boulonnage dont on a parlé tout à l'heure et qui a fait objet d'un brevet d'invention déposé par les laboratoires GSA et l'école Paris-Malaquais. Quelques prototypes qui ont été fabriqués ces dernières années. Pour commencer avec le pavillon Astonishine de l'école Paris-Malaquais qui a été présenté à Madrid en 2012, donc qui a été fabriqué en France à Sainte-Savine dans les locaux de la société Essenberg qui est présente au salon et qui a permis de préfabriquer ces éléments-là en France pour les envoyer dans des camions à Madrid pour l'exposition. Ensuite, un autre exemple avec le mur précontraint par post-tension qui a été fabriqué dans la maison de Compagnons à Champs-sur-Marne, toujours avec l'aide et le soutien de la Essenberg qui nous a fourni la pierre et la découpe.
un autre prototype avec deux réservations périphériques donc, qui ont permis l'assemblage par boulonnage de pierres 2 par 2, toujours avec l'aide de la SNPR à la maison de Compagnon. Et enfin, 2 prototypes de murs qui ont été construits aux ateliers de l'île d'Abo en avril 2023 avec 2 étudiants de Paris-Malaquier, étudiants en licence, et des compagnons itinérants tailleurs de pierre chez les Compagnons du Devoir. Donc c'est les 2 prototypes de murs qui ont été préfabriqués et qui ont été transportés, que vous pouvez voir à l'entrée du salon dans l'espace Prolitos. Donc c'est deux murs qui ont été faits avec 2 blocs, soit à rainure elonguette, comme on voit ici, soit avec des joints gauches à paraboloïdes hyperboliques. Et ils ont été taillés sur place avec des outils traditionnels à la main par 2 compagnons tailleurs de pierre et étudiants architectes. Donc l'innovation un peu de ces types de montage, cette fois, c'était de monter le mur à l'horizontale, donc dans un cadre de processus de préfabrication plus industrialisable, et ce qui nous a permis de dérégler en fait le mur à plat, à sec, avant de pouvoir couler le mortier d'un seul tenant sur tous les joints en même temps, ce qui était quand même un avantage pour le contrôle de l'exécution des joints. Et ensuite, on a laissé prendre le mortier avant de le lever et le positionner en position droite. Donc ça, c'était à l'île d'Abo en avril. Et depuis, le mur, ils ont été nettoyés et transportés ici dans le cadre du salon pour l'exposition du pavillon Prolitos. Je vous remercie. Je passe la parole à Delphine. Allô, on m'entend bien? C'est bon? J'ai l'impression que je suis pas très forte, mais j'ai l'impression. Je sais pas. Ouais, ça va un peu mieux. Donc moi, je vais vous présenter un autre aspect de la pierre parce que moi, j'ai fait une recherche sur les murs biodiversitaires dans le cadre de ma thèse que je viens de soutenir. Et dans cette recherche sur les murs biodiversitaires, un système de murs végétalisés que je vais vous présenter après, j'ai été amenée à travailler avec le matériau pierre sous forme de pierre sèche, et notamment en collaboration avec les laboratoires GSA, le CESCO au Muséum d'Histoire Naturelle et la Fédération française des professionnels de la pierre sèche. C'est une thèse aussi en chiffres, j'ai oublié de dire, dans l'agence d'architecture Chartier-Dalix, voilà, qui est à l'origine du concept de mur biodiversitaire. Donc pour commencer, c'est un peu petit, je suis désolée. Je voulais parler du contexte de cette recherche qui s'inscrit dans les crises environnementales actuelles, à la fois celle du dérèglement climatique, qui implique que nos villes, denses et minérales, subissent de plein fouet ce dérèglement et notamment l'augmentation des températures, mais aussi la crise de la biodiversité, avec ce chiffre d'1 million d'espèces menacées sur 8 millions estimés. Et cet effondrement de la biodiversité menace évidemment notre capacité de survie en tant qu'être humain, nos moyens de subsistance, que ce soit la nourriture, les ressources, la régulation de la pollution pour avoir de l'eau pure, etc. Je ne vais pas faire tous les services écosystémiques ici, mais en tout cas, c'est une crise qui a un impact, et notamment les villes ont un rôle à jouer parce qu'elles ne sont pas indépendantes du reste du territoire. Comme vous voyez sur l'image à gauche, on a les réseaux écologiques. Au niveau du territoire, les villes peuvent représenter un obstacle aux espèces qui vivent et traversent ce territoire. De plus, l'urbanisation est l'un des facteurs les plus intensifs et rapides qui menacent la biodiversité à cause de l'artificialisation des sols, notamment, qui cause de la perte d'habitat et de la pollution. Et donc, pour faire face à ça, les bâtiments peuvent constituer, dans le contexte d'une ville dense et minérale, où il y a peu d'espace de pleine terre et peu d'espace libre, les bâtiments peuvent se végétaliser pour offrir à la fois de la nature en ville qui permet de limiter l'augmentation des températures en ville, mais aussi pour constituer un habitat analogue, c'est-à-dire un relais pour la biodiversité qui traverse le territoire. Par ailleurs, on voit aussi que les bâtiments représentent jusqu'à 50% de la surface globale de la ville, et donc autant de surfaces qui pourraient être végétalisées et contribuer du coup au bien-être en ville.
Et donc le mur biodiversitaire est une solution parmi d'autres de végétalisation du bâtiment. C'est une nouvelle typologie de mur végétalisé qui a pour objectif principal d'accueillir et de favoriser la biodiversité. Il s'inspire des murs en pierre sèche qui sont naturellement végétalisés à la campagne comme en ville. Et ici, on le voit en coupe. On voit que le principe fondamental de ce mur et l'originalité, c'est la continuité d'une couche de substrat interne au mur qui permet de lier un sol en pleine terre avec une toiture végétalisée. Et le but, en fait, c'est d'avoir un substrat vivant qui présente une certaine activité biologique qui va permettre, en fait, d'aller vers une autonomie du système. L'autre originalité par rapport à d'autres murs végétalisés existants, c'est l'emploi de matériaux de construction courants. Généralement, les murs végétalisés, ils sont plutôt faits avec des matériaux assez fragiles, comme du plastique ou des cages métalliques. Là, l'avantage d'avoir des matériaux de construction, c'est à la fois la longévité du matériau, son inertie thermique qui va permettre de protéger le milieu vivant. Et donc, quand je parle de matériaux de construction, ça peut être du béton, de la brique ou de la pierre. Ou d'autres, voilà. Je pense que j'ai... Voilà, c'est bon. Donc on a testé, dans le cadre de ma thèse en 2021, 3 typologies de murs biodiversitaires sur le site du Muséum d'histoire naturelle à Paris, dans un pavillon expérimental que vous voyez sur l'image. Donc il y en a un en pierre sèche, un en brique plane et un en brique alvéolée, dite brique monomure. Les conditions de base pour le choix de ces matériaux, c'était qu'ils soient résistants à l'eau, puisqu'on va inclure un milieu vivant qui nécessite une présence quasi permanente d'eau, qu'ils soient aussi résistants structurellement afin d'accueillir le vide interne du mur dans lequel on va mettre le substrat. Et donc, dans ce cadre, la pierre était un matériau assez idéal, puisque de 1, comme je disais, les murs en pierre sèche sont des éléments naturellement végétalisés, c'est-à-dire qu'ils sont spontanément végétalisés. De plus, c'est un savoir-faire millénaire et local, et donc qui est à valoriser. Et le matériau pierre est un matériau dense, non gélif, qui a un faible impact carbone, puisque ici, c'est un matériau géosourcé qui peut être localement géosourcé et qui, dans ce cadre-là, est fait avec des éléments réemployés du dépôt de la ville, du dépôt des matériaux de la ville de Paris. Et donc, ce que vous voyez ici, ce sont des dalles de calcaire, des dallettes de porphyre, qui est une roche volcanique assez dense, et des dallettes de granit qui ont été récupérées. Enfin, du coup, c'est plutôt des pierres de voirie qui ont été récupérées de ce dépôt afin d'être détournées pour ce mur végétalisé. Et donc, on a fait un inventaire sur le site du dépôt des matériaux de la ville de Paris pour voir ce qu'on pouvait utiliser. Et on a fait une modélisation 3D à partir de cet inventaire avec un principe constructif très basique d'un mur en pierre sèche avec le croisement d'éléments longitudinaux et transversaux qui laisse au centre un vide qui est généralement rempli de gravats, de substrats ou de terre. Ici, on a mis le substrat au centre de ce mur, justement pour constituer cette réserve d'eau et de nutriments pour les plantes. Et donc, il y a 2 artisans, Martin Muriot, qui était là tout à l'heure, et Joël Janet de la FFPPS, qui ont construit le mur en 2021, que vous voyez. Et finalement, on n'a pas eu exactement les matériaux qu'on avait prévus, on a eu mieux. Et du coup, il a fallu adapter en fonction du stock qu'on a reçu le mur. Et comme vous voyez sur l'image en bas à droite, en même temps qu'on a monté le mur, on a dû remplir au fur et à mesure le substrat. Donc ça, c'est un peu la particularité de ce mur. Et donc, on a semé la même communauté végétale sur les 3 typologies de murs qu'on a relevées pendant 1 an et demi afin de comparer les 3 systèmes. C'est des plantes qui sont indigènes d'Île-de-France et locales dans un but de soutenir la faune locale, donc les pollinisateurs qui sont associés aux fleurs des plantes, par exemple. Et les résultats qu'on obtient, donc là c'est un peu petit, je suis désolée, mais je vais expliquer à l'oral.
Donc on a le nombre, les courbes représentent en ordonnée le nombre d'individus, c'est-à-dire le nombre de plantes sur chaque mur. Donc on a les 3 types de murs. En bleu, c'est la pierre sèche. En orange, c'est le mur en briques pleines. Et en gris, c'est le mur en briques alvéolées, sur tout le temps de l'expérience, de mai 2021 à novembre 2022. Et on voit déjà que la dynamique de la croissance des végétaux suit l'arrosage, puisqu'on a aussi les phases d'arrosage. Et dès qu'on arrête au premier automne, en fait, on a complètement arrêté l'arrosage. On voit que le nombre de plantes décroît et qui reprend au printemps suivant dès qu'on remet l'arrosage. Donc ça, c'est assez logique. Et l'autre constat qu'on peut faire, c'est que les murs en pierre, en bleu, sont plus performants, présentent plus de croissance végétale que les autres typologies de murs, en briques et en briques alvéolées. Et ça s'explique par plusieurs choses. Déjà par les caractéristiques intrinsèques du matériau pierre, qui présente une meilleure inertie thermique, un albédo plus élevé, c'est-à-dire qu'il va plus réfléchir la lumière du soleil, donc l'énergie solaire, et donc va préserver le mur de l'augmentation des températures et mieux conserver l'eau. Et aussi la morphologie du mur en pierre, qui est plus épais en façade, permet de mieux conserver ce milieu vivant et donc explique les meilleures performances du mur par rapport aux autres. Et concernant les applications, le prototype que je vous ai présenté a donné suite à plusieurs applications. La première, dans le cadre de la Biennale d'architecture et paysage de Versailles en 2022 par l'agence Chartier-Dalix, toujours en association avec la FFPPS, donc la Fédération française des professionnels de la pierre sèche. On a construit exactement le même système, mais en plus grand. Et aujourd'hui, vous pouvez voir aussi sur le stand de la FFPS, à l'entrée du salon, un autre mur qui a été appelé Wall Alive, qui reprend ce principe. Il faut savoir aussi que cette application n'est pas directement ce mur n'est pas directement applicable dans des constructions traditionnelles type avec du clos couvert en architecture, puisqu'il n'inclut pas un voile d'étanchéité ou alors de l'isolation. Mais il pourrait être adapté dans une prochaine étape en parement en pierre végétalisée, ce qui serait intéressant. Et il peut déjà être appliqué dans des édicules ouverts ou des programmes semi-ouverts type parking, hall de gare, etc. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Ma question, ça serait sur la perte de substrat dans les murs. Comment vous empêchez cette perte parce que j'imagine qu'il doit y avoir de la perte. La consommation et en fait, il y a de la perte de plusieurs manières, effectivement. Vous aviez fini ? Oui. Il y a un tassement qui est inévitable. Déjà, à l'horizontale, on a du tassement. Alors, à la verticale, on en a encore plus. Qui peut être évité par de la composition du substrat, notamment avec l'inclusion d'éléments minéraux un peu plus grossiers, type billes d'argile. En fait, il y a un juste milieu à trouver entre le taux de matière organique dans le substrat et le taux de matière, d'éléments grossiers, pour qu'à la fois on ait suffisamment de nutriments sur du long terme pour les plantes et de la rétention d'eau à la verticale, et en même temps, ce qui est un peu antagoniste, avoir une résistance au tassement. Et donc on a fait plusieurs études dans le cadre de ma thèse pour voir en quoi la composition du substrat permettait de limiter le tassement. En fait, c'est sûr qu'il y aura du tassement et du délitement, mais la question, c'est comment on peut le limiter, soit par le dessin interne du réseau de substrat, avec des éléments en fait, transversaux, comme dans les murs en pierre et les murs en briques, on a des éléments transversaux qui permettent de limiter le tassement, qui passent au travers, soit par la composition même du substrat. Voilà. Ça poursuit un peu ce que vous disiez là, sur cette question. J'ai deux questions, en fait, une plus liée à peut-être si on réduit l'arrosage, alors peut-être si on ajoute un nouveau paramètre,
peut-être qu'on limite le tassement. Et une autre question plus liée à est-ce que les plantes elles peuvent avoir un rôle mécanique pour pouvoir augmenter la résistance du mur, parce que vous n'avez pas du tout parlé de ça, ou est-ce que certaines plantes vont avoir tendance à abîmer ou dans le temps voilà. Alors on suppose, mais c'est pas vérifié avec toutes les plantes, que c'est plutôt les plantes arbustives et les arbres qui peuvent causer des dégâts. Ça dépend vraiment les plantes, mais les herbacées généralement n'auront pas les racines des plantes herbacées, donc les petites plantes, ne devraient pas abîmer l'ouvrage parce que c'est des trop petites plantes. Elles aident pas vraiment à la. Enfin, elles apportent une charge plutôt au bâtiment que de l'aider mécaniquement, mais les plantes sont tellement légères que c'est assez minime. C'est plutôt le substrat, par contre, rempli d'eau, qui va apporter une charge sur l'ouvrage. Voilà. Bonjour. En Normandie, ils font des toitures, des toits en terre végétalisés et qui servent pour l'isolation. Est-ce que vos murs niveau isolation, ils sont aussi intéressants? Oui, je pense. On n'a pas quantifié, mais il y a toute une littérature scientifique qui existe sur les performances thermiques à la fois à l'intérieur des bâtiments et à la fois en termes d'effet de lutte contre l'effet d'îlot de chaleur urbain, donc à l'extérieur des bâtiments, sur l'apport des murs végétalisés, sur la thermique en fait. Mais nous, on n'a pas évalué, mais c'est évident que ça apporte une couche en plus aux murs, notamment humides, qui permet de garder au frais l'intérieur des bâtiments. Il faudrait le quantifier. Bonjour, ma question c'est sur les panneaux préfabriqués. Dans quel cadre réglementaire vous imagineriez la mise en place de ces panneaux? C'est-à-dire que du coup, ce ne serait plus des blocs de maçonnerie de petits éléments, ça ne serait pas non plus des murs complets? C'est une première question. Alors, je suppose que ça relèverait d'avis techniques ou de choses de ce type-là. Et après, c'est les assemblages des panneaux entre eux, les harpages. Voilà, puisque du coup, il y a forcément un cadre. Mais du coup, comment ce cadre, après, je le liaisonne avec les autres cadres? Alors, pour le cadre réglementaire, ça serait dans un premier temps plutôt dans le cadre d'un avis technique, si on veut parler vraiment en réglementation actuelle. C'est évident qu'on sort de tous les cadres de maçonnerie à petits éléments courants. Mais après, pour répondre à la deuxième question, toutes les questions des assemblages est traitée soit par des éléments, des organes métalliques qui relient les ossatures de deux panneaux, soit par des éléments type poutre comme de lisse en fait horizontale qui passent comme un chaînage en fait rapporté qui relie le panneau entre eux. Mais c'est des éléments qui sont en cours de développement aussi et qui font objet de nouveaux tests pour les aborder. Merci.